Abonnez-vous à Confessions interdites. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Je m'appelle René Dumont et j'ai 32 ans. 3 jours après la réunion de famille célébrant le 60e anniversaire de mon père, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vu le solde de mon compte épargne à 0. La semaine précédente, il était de 371 000 €. 8 années d'économie minutieuse pour la maison de mes rêves disparue en un instant. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé la banque. Le conseiller clientèle a confirmé ce que je n'arrivais pas à croire. Le virement avait été autorisé par Richard Dumont, le co-titulaire du compte, mon père. Quand je l'ai confronté, il a ri. On n'en avait plus besoin que toi, René. Tu as un CDI, une situation stable. Tu pourras le regagner. J'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas se casser, mais se déverrouiller. Ma voix était calme quand j'ai répondu, alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce qui va suivre. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand cette sonnette a retenti, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. D'où regardez-vous? Quelle heure est-il chez vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais pour comprendre pourquoi j'ai fait ce choix, je dois commencer par le début. J'ai grandi à Lyon, dans ce que la plupart des gens appelleraient une famille confortable de la classe moyenne. Mon père, Richard Dumont, a passé 32 ans comme directeur d'agence dans une banque régionale avant de prendre sa retraite il y a 3 ans. Ma mère, Isabelle, était une femme au foyer qui croyait que sa tâche principale était de maintenir la famille unie, quel qu'en soit le prix. Dès que j'ai pu comprendre les mots, j'ai compris une chose par-dessus tout. La famille passe avant tout. C'était cousu dans chaque conversation, chaque discours de vacances, chaque appel téléphonique chargé de culpabilité. La famille prend soin de la famille. Ceux qui ont plus partagent avec ceux qui ont moins. Les liens du sang sont plus forts que tout. Mon frère cadet, Cédric, avait 4 ans de moins que moi. Et quelque part en cours de route, mes parents ont décidé que c'était lui qui valait la peine d'être soutenu. Les garçons ont besoin de plus de soutien, disait ma mère. Cédric a du potentiel. Il a juste besoin des bonnes opportunités. J'ai appris très tôt que mon rôle était différent. J'étais la responsable, la fiable, celle qui obtenait des bourses, travaillait à temps partiel dès 16 ans et ne demandait jamais rien. Quand j'avais 17 ans, mon père a ajouté son nom à mon compte bancaire. Juste au cas où quelque chose arriverait, a-t-il dit, de sa voix de banquier calme et rassurante. Comme ça, je peux t'aider à gérer les choses s'il y a une urgence. Je n'ai jamais remis cela en question. Je ne l'ai jamais retiré. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était mon père. Il ne ferait jamais ça. C'est ce que je me suis dit pendant 15 ans. Avec du recul, je peux voir avec quel soin les fondations ont été posées. Chaque sermon sur la priorité à la famille, chaque fois que j'étais félicité pour être l'enfant facile, chaque message subtil indiquant que mes besoins étaient secondaires, tout cela était une préparation. Je ne savais juste pas à quoi on me préparait. Laissez-moi vous montrer les preuves. Je les ai toutes gardées. Une déformation professionnelle d'analyste de données. En 2016, quand j'avais 24 ans et que je venais d'être promu à mon premier poste senior chez Datasphere, une entreprise technologique du quartier de la Pardieu à Lyon, mes parents ont appelé. Le toit fuyait. Ils ne pouvaient pas payer les réparations. Pouvais-je aider? J'ai viré 13 800 €. Entre 2017 et 2020, les frais de scolarité de Cédric n'arrêtaient pas d'être insuffisants pour son école de commerce. Les aides tombaient à l'eau. Maman pleurait au téléphone en disant que Cédric allait devoir abandonner. J'ai couvert 25 700 € de frais manquants. En 2019, on a diagnostiqué à maman une polyarthrite rhumatoïde sévère. La mutuelle ne couvrait pas tout. Papa disait qu'il se noyait sous les factures médicales et les dépassements d'honoraires. J'ai payé 11 000 €. En 2021, Cédric a eu une opportunité commerciale, un investissement immobilier qui était garanti d'être rentable. Il avait juste besoin d'un capital de départ. Il me rembourserait dans l'année. Je lui ai prêté 7 300 €. Je n'en ai jamais revu la couleur. Entre 2022 et 2024, il y a eu d'innombrables urgences, réparations de voitures, factures inattendues, dépenses de vacances qu'il ne pouvait pas tout à fait couvrir. Encore 22 000 €, petit à petit. Total de plus de 80 000 € en 10 ans. J'ai suivi chaque euro dans un tableur coloré par catégorie, daté par transaction. Pas parce que je m'attendais à être remboursé,
mais parce que c'est ce que je suis. Les données sont un réconfort. Les chiffres ne mentent pas. Vous savez quoi? Je n'ai jamais reçu une carte de remerciement. Une expression sincère de gratitude. Même une reconnaissance du fait que j'avais sacrifié quoi que ce soit. Ce que j'ai eu à la place, c'était « Tu as un bon travail, René. Tu n'as pas d'enfant dont tu dois te soucier. » La famille est de la famille. Ce que j'ai eu, c'est le privilège d'être le distributeur automatique de la famille, pendant que mon frère était qualifié de celui qui avait du potentiel. Malgré tout ce que j'ai donné, j'avais un rêve. Un rêve calme et persistant qui m'a fait tenir à travers chaque heure supplémentaire, chaque vacance refusée, chaque fois que je me suis dissuadé de m'acheter quelque chose de beau. Je voulais une maison, pas un manoir, pas une pièce d'exposition, juste une modeste maison dans la banlieue ouest de Lyon avec un jardin où je pourrais planter des fleurs, un salon assez grand pour recevoir des amis, et des murs qui m'appartiendraient. J'ai commencé à économiser sérieusement quand j'avais 24 ans, juste après ma première promotion. J'ai mis en place des virements automatiques. J'ai créé un compte d'épargne séparé. Je vivais dans un appartement modeste, je conduisais une Peugeot vieille de 10 ans et j'achetais mon café à la maison au lieu de chez Starbucks. Mon objectif était de 138 000 €, assez pour un apport de 20% sur une maison de 690 000 € dans un quartier correct. Après 8 ans de discipline, de sacrifices et de refus répétés envers moi-même, j'avais 129 312,67 €. J'étais si proche, je pouvais presque y goûter. J'avais déjà visité 3 maisons. La troisième était parfaite. Une maison de style années 30 avec un perron, du parquet ancien et un jardin avec de l'espace pour un potager. Le prix demandé était de 675 000 €. Je prévoyais de faire une offre la semaine suivant la fête d'anniversaire de papa. Voici la chose qui me hante. 2 ans avant que tout ne s'effondre, j'ai failli retirer mon père de ce compte. Je mettais à jour mes informations financières et le conseiller de la banque a demandé si je voulais changer le statut du cotitulaire. J'ai hésité. Puis j'ai appelé mon père pour le lui dire et sa voix est devenue froide. Tu ne fais pas confiance à ton propre père après tout ce que j'ai fait pour toi? Je me suis excusé. J'ai laissé son nom sur le compte. Cette décision m'a coûté 129 312,67 €. La fête du 60e anniversaire de mon père a eu lieu un samedi début juin chez mes parents à Caluire. 20 invités remplissaient le salon et le jardin. Tantes, oncles, cousins, vieux amis de la famille, voisins qui nous connaissaient depuis des décennies. Les décorations étaient élégantes. La nourriture était livrée par traiteur, payée, je l'ai appris plus tard, avec de l'argent que Cédric avait emprunté quelque part. Tout le monde était bien habillé, souriant, jouant le rôle de la famille fonctionnelle heureuse pour un public. Mon père a fait un discours sur la gratitude et l'héritage. Ma mère le regardait avec adoration. Cédric se tenait à côté d'eux, présenté à tout le monde comme notre investisseur immobilier prometteur. Personne n'a mentionné que ces 3 derniers investissements avaient échoué. Personne n'a mentionné que j'avais financé 2 d'entre eux. J'étais assise dans un coin, sirotant un verre de vin, regardant la performance. Plusieurs parents m'ont posé les questions habituelles. C'est pour quand le mariage? Toujours locataire? Pas encore de maison? J'ai souri et détourné la conversation. Ce que j'ai remarqué, ce que je ne pouvais m'empêcher de remarquer, c'était la façon dont mon père et Cédric n'arrêtaient pas de se concerter tout au long de la fête. Ils chuchotaient, me jetaient un coup d'œil, puis détournaient le regard quand je croisais leurs yeux. Quelque chose se passait. Quelque chose que je n'étais pas censé voir. Vers la fin de la fête, ma tante Hélène m'a prise à part. C'était la sœur aînée de mon père, âgée de 65 ans, le seul membre de ma famille élargie qui ait jamais reconnu que je donnais trop. Elle m'a serré la main. René, ma chérie, tu as assez donné. Fais attention. J'ai ri. Attention à quoi, tante Hélène? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé avec quelque chose que je ne pouvais nommer. De la pitié, peut-être, ou un avertissement. 3 jours plus tard, j'ai compris. C'était un mardi matin quand mon monde s'est effondré. J'étais à mon bureau chez Datasphere, en train d'examiner les rapports analytiques trimestriels, quand mon téléphone a vibré avec une notification par email. L'objet disait « Confirmation de transaction, Banque du Rhône ». J'ai supposé que c'était un spam. Les tentatives de phishing imitant les communications bancaires étaient assez courantes.
J'étais sur le point de le supprimer quand quelque chose m'a fait marquer une pause. Le numéro de compte dans l'aperçu correspondait au mien. J'ai ouvert mon application bancaire. Compte épargne. Solde 0 €. Pendant 30 secondes entières, je n'ai pas pu respirer. Je fixais l'écran, certaine qu'il y avait eu une erreur, un bug, une erreur d'affichage, quelque chose. J'ai appelé la ligne du service client de la Banque du Rhône avec des mains tremblantes. La conseillère était polie, professionnelle, et totalement inutile de la manière dont seules les institutions financières peuvent l'être. Madame, je peux confirmer qu'un virement de 129 312,67 € a été traité hier depuis votre compte épargne vers un compte externe. La transaction a été autorisée par le cotitulaire du compte, Monsieur Richard Dumont. C'est mon père. Oui, madame. En tant que titulaire conjoint, il a toute autorisation pour. Je n'ai pas approuvé ce virement. Je n'étais pas au courant. Une pause. Madame, nos dossiers indiquent que la transaction a été confirmée via signature électronique. Souhaitez-vous que je vous envoie la documentation de confirmation par email? Oui, s'il vous plaît. J'ai raccroché et je me suis assise dans mon cubicule à regarder le vide. 8 ans. 8 ans de sacrifice, de discipline et de rêve transférés en un seul clic par l'homme qui était censé me protéger. L'email est arrivé 3 minutes plus tard. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai vu mon nom sur la ligne de signature électronique, sauf que je n'avais jamais rien signé. Mon père n'avait pas seulement volé mon argent. Il avait usurpé mon identité pour le faire. J'ai appelé mon père depuis le parking souterrain de mon immeuble de bureau. J'avais besoin d'intimité pour cette conversation. J'avais besoin d'entendre sa voix quand il s'expliquerait. Il a répondu à la deuxième sonnerie. René, j'attendais ton appel. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste une reconnaissance calme comme si nous discutions de la météo. Papa, ma voix s'est brisée. L'argent, mes économies, tout. Oui, je l'ai viré. Pourquoi? Il a soupiré comme il le faisait toujours quand il pensait que j'étais difficile. Cédric avait des ennuis, René. Son investissement immobilier a capoté. Il devait 110 000 € à la banque. Ils allaient saisir. Je devais l'aider. Avec mon argent? L'argent de la famille, a-t-il corrigé. J'ai fait passer l'avenir de Cédric en premier. J'en ai utilisé une partie pour payer sa dette et le reste comme apport pour un nouvel appartement pour lui. Un nouveau départ. C'était tout ce que j'avais. 8 ans d'économie. J'allais acheter une maison. Et tu le pourras toujours, m'a-t-il interrompu. Tu as un bon travail. Tu es intelligente. Tu le regagneras en un rien de temps. Cédric n'a pas tes avantages. Il a besoin de soutien. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Dis-lui que c'est pour la famille. Elle comprendra. René. Le ton de mon père a changé, prenant la voix autoritaire de banquier que j'avais connue toute ma vie. Je t'ai élevé pendant 18 ans, nourri, habillé, payé tes études. C'est ce que fait la famille. On partage, on se sacrifie. J'avais besoin de cet argent plus que toi. Quelque chose de froid et de clair s'est installé dans ma poitrine. Tu as imité ma signature, papa. Sur la confirmation électronique. Silence. Je n'ai pas approuvé ce virement. La banque a des documents avec ton nom dessus. Des documents que je n'ai jamais signés. Plus de silence. Puis, tu réagis de manière excessive. Non, ce n'est pas le cas. Ce soir-là, j'ai appelé Marc Weber. Marc et moi étions amis depuis la fac. Nous nous étions rencontrés dans un cours d'économie en première année et étions restés en contact à travers les remises de diplômes, les changements de carrière et le chaos de la vie. Il était maintenant avocat spécialisé dans les affaires de fraude financière, travaillant dans un cabinet de taille moyenne dans le centre de Lyon. René. Sa voix était chaleureuse quand il a répondu. Ça fait des mois. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Le compte, le virement, la fausse signature, l'appel téléphonique avec mon père. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. René, c'est grave. C'est du pénal. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait que ton père soit cotitulaire complique les choses, mais cela ne lui donne pas le droit d'imiter ta signature sur des documents d'autorisation. S'il a créé une fausse signature électronique pour faire paraître le virement légitime,
c'est un faux et usage de faux. Combiné à la nature non autorisée du virement, nous envisageons des accusations potentielles d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Mon estomac s'est noué. Je ne veux pas envoyer mon père en prison. Je comprends, mais tu dois connaître tes options. La voix de Marc était douce mais ferme. Voici ce qui compte en ce moment. La Banque du Rhône a une fenêtre de 72 heures pour contester les transactions suspectes. Après cela, le virement est classé comme confirmé dans leur système, et récupérer les fonds devient beaucoup plus difficile. J'ai vérifié sur mon téléphone. Le virement avait été traité mardi matin. C'était maintenant mardi soir. J'ai moins de 48 heures. Oui. Et René, il a marqué une pause. Tu as mentionné un email avec ta signature électronique. Tu l'as toujours? Oui. Transfère-le-moi. Et si tu connais quelqu'un qui fait de l'analyse numérique forensique, demande-lui de regarder les métadonnées. Si cette signature a été créée à partir d'un appareil différent du tien, c'est une preuve de falsification. Je connaissais quelqu'un. Carla Diaz était spécialiste senior en cybersécurité chez Datasphere. Nous avions travaillé ensemble sur des projets d'intégrité des données pendant 2 ans, et je faisais entièrement confiance à son expertise. Mercredi matin, je l'ai attrapée avant notre réunion de service. Carla, j'ai besoin d'une faveur, une personnelle. Elle a regardé mon visage. Je n'avais pas dormi, et je savais que ça se voyait, et elle a immédiatement hoché la tête. De quoi as-tu besoin? Je lui ai transféré l'email de confirmation de la banque avec la signature électronique. Peux-tu analyser les métadonnées? Dis-moi d'où provient cette signature. Cela lui a pris moins d'1 heure. René. La voix de Carla était prudente lorsqu'elle m'a appelé dans son bureau. Cette signature n'a été générée par aucun de tes appareils. Les métadonnées montrent qu'elle a été créée sur une machine avec une adresse IP complètement différente. Résidentielle, zone de Lyon, mais certainement pas ton appartement ou ton téléphone. Peux-tu dire la machine de qui? Elle a affiché son analyse sur l'écran. L'IP remonte à une adresse résidentielle à Caluire. La maison de mes parents. Il y a plus, a continué Carla. L'horodatage de la signature est 3h47 du matin lundi matin. Étais-tu réveillé à 3h47 lundi? Non. Alors quelqu'un a accédé à ton portail bancaire et a créé la signature pendant que tu dormais. René. Elle s'est tournée pour me faire face directement. C'est une usurpation d'identité numérique. Quiconque a fait cela a falsifié ton identité pour autoriser une transaction que tu n'as jamais approuvée. J'étais assise dans son bureau, tenant le rapport technique imprimé, sentant son poids dans mes mains. Ce n'était plus juste une trahison. C'était criminel. Je vais avoir besoin que ce soit documenté officiellement, ai-je dit. Peux-tu rédiger un rapport formel? Carla a hoché la tête. Je te le donnerai d'ici la fin de la journée. Et René, je suis désolé. Je suis tellement désolé que cela t'arrive. Il me restait 40 heures. Ce mercredi soir, j'étais assise seule dans mon appartement, entourée des preuves de ma propre exploitation. Sur l'écran de mon ordinateur portable, le tableur documentant 80 000 € que j'avais donné à ma famille sur 10 ans. Sur ma table basse, le rapport de Carla prouvant la falsification de signature. Sur mon téléphone, 17 appels manqués de ma mère. Je l'ai rappelé. René, Dieu merci. La voix de maman était essoufflée, suppliante. Ton père m'a dit que tu es contrarié. Ma chérie, tu dois comprendre. Maman, j'ai besoin que papa rende l'argent dans les 24 heures. Silence. La totalité. 129 312 € et 67 centimes d'euros. De retour sur mon compte d'ici demain soir. Sinon, je dépose une plainte à la police pour usurpation d'identité et escroquerie. René. La voix de ma mère s'est brisée en un sanglot. Tu ne peux pas faire ça à ton propre père. Nous t'avons élevé. Nous avons tout sacrifié pour toi. Comment peux-tu être aussi ingrate? Il a imité ma signature, maman. Il a volé mon identité. Ce n'est pas un désaccord familial. C'est un délit pénal. Ce n'est pas voler si c'est la famille. Cet argent, tu allais le gaspiller dans une maison alors que ton frère en avait plus besoin. Ton père a pris une décision. Il a fait un choix. Maintenant je fais le mien. René, s'il te plaît. Elle pleurait maintenant.
Les larmes manipulatrices auxquelles je m'étais laissé prendre 100 fois auparavant. Pense à ce que tu fais. Tu vas détruire cette famille. Ton père pourrait aller en prison. Est-ce ce que tu veux? Nous ruiner? J'ai pensé à l'avertissement de tante Hélène. J'ai pensé à 8 ans de sacrifice. J'ai pensé à chaque fois qu'on m'avait dit que mes besoins ne comptaient pas, je ne détruis rien, maman. Je me protège. Pour la première fois de ma vie, je me choisis moi. J'ai raccroché. 24 heures ont passé. Aucun argent n'a été rendu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à préparer ma déposition. Jeudi matin, 9h15. Commissariat central de Lyon, brigade financière. J'étais assise en face du lieutenant Sarah Michel, une femme dans la quarantaine aux yeux perçants et à l'attitude pragmatique. Sur le bureau entre nous, le rapport technique de Carla, mes relevés bancaires, le tableur de 10 ans de soutien familial, et une impression de l'email de confirmation frauduleux. Le lieutenant Michel a examiné chaque document attentivement, posant des questions occasionnelles. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi. Mademoiselle Dumont, sur la base de ce que vous avez présenté, cela semble répondre aux critères d'usurpation d'identité selon l'article 226-4-1 du Code pénal et potentiellement d'escroquerie bancaire selon l'article 313-1. La fausse signature électronique est particulièrement accablante. Que se passe-t-il maintenant? Nous ouvrons une enquête. Je vais me coordonner avec le service des fraudes de la Banque du Rhône. Ils voudront voir cette analyse technique. Si leur enquête interne confirme ce que vous m'avez montré, nous aurons des motifs pour engager des poursuites. Elle m'a tendu un formulaire. Ceci est votre copie de dépôt de plainte. Le numéro de dossier est 2024 LYO 78432. Vous en aurez besoin pour le processus de contestation de la banque. J'ai signé là où c'était indiqué, ma main était ferme. Mademoiselle Dumont. La voix du lieutenant Michel s'est légèrement adoucie. Je vois beaucoup de crimes financiers. Les affaires familiales sont toujours les plus difficiles. Êtes-vous prête pour ce que cela pourrait signifier? Mon père a fait son choix. Maintenant, il fera face aux conséquences. Elle a hoché la tête. On vous tiendra au courant. J'étais presque à la porte quand elle m'a rappelé. Encore une chose. Quand nous avons passé votre nom dans le fichier national, quelque chose a été signalé. Il y a un crédit à la consommation de 23 000 € ouvert il y a 6 mois à votre nom. Étiez-vous au courant de cela? Je me suis figé. Non, je n'ai jamais demandé de prêt. Le lieutenant Michel a pris une note. Alors nous pourrions avoir affaire à plusieurs chefs d'accusation d'usurpation d'identité. L'assaut familial a commencé dans les heures suivant le dépôt de la plainte. Mon téléphone a explosé de messages vocaux de ma mère, chacun plus hystérique que le précédent. Comment as-tu pu nous faire ça? Des SMS de Cédric. Tu n'existes plus pour moi. J'espère que tu le sais. Des appels de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudainement très intéressés à me dire quelle fille terrible j'étais. Vendredi matin, mon père a appelé. Sa voix était glaciale. J'ai entendu ce que tu as fait, René. Allez voir la police pour ton propre père. Tu as volé mon argent et usurpé mon identité. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce que tu sois loyal. Je m'attendais à ce que tu te souviennes de qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a tout donné. Tu m'as donné de la culpabilité et des attentes, papa. Tout le reste, je l'ai gagné moi-même. Tu penses que la police te croira plutôt que moi? J'ai été directeur de banque pendant 32 ans. J'ai des relations, des amis, une réputation. Tu es juste. Je suis juste la fille avec la preuve technique que tu as commis une usurpation d'identité depuis ta propre adresse IP à 3h47 du matin. Silence. Je te donne une dernière chance, a-t-il finalement dit. Retire ta plainte. Dis à la police que tu as fait une erreur. On peut encore arranger ça en famille. La seule chose qui avait besoin d'être arrangée, c'était mes limites. Considère-les comme arrangées. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, ma cousine Rachel m'a envoyé un SMS. J'ai entendu ce que tu as fait à oncle Richard. C'est froid, René. C'est la famille. Puis tante Patricia, ta mère est dévastée. J'espère que tu es heureuse. Puis oncle Thomas de Nice. C'est quoi cette histoire de police? Appelle-moi.
Un seul message est sorti du lot, celui de tante Hélène. Je te soutiens. Reste forte. J'ai sauvegardé celui-là. Le samedi, exactement une semaine après la fête d'anniversaire de mon père, j'ai vu la publication Facebook. Cédric avait créé une page d'événements. L'image d'en-tête montrait un appartement étincelant avec des baies vitrées et une vue sur Lyon. La légende disait « Pendaison de crémaillère ». Venez célébrer mon nouvel endroit à la Croix-Rousse. Samedi 15 juin, 18 h. Hâte de vous montrer à tous ce que le travail acharné et l'investissement intelligent peuvent accomplir. Travail acharné, investissement intelligent. Mon estomac s'est retourné en faisant défiler la liste des invités. 45 personnes avaient répondu présent. Les collègues de Cédric, ses amis d'école de commerce, des membres de la famille, des voisins. Mes parents étaient listés comme co-organisateurs. L'adresse de l'appartement était visible. Un immeuble branché dans le quartier de la Croix-Rousse, l'un des plus convoités de Lyon. J'ai regardé l'annonce. T3, finition moderne, plan ouvert. Valeur estimée à 368 000 €. L'apport seul aurait été d'au moins 73 000 €. J'ai fait le calcul. Mon père avait viré 129 312,67 € de mon compte. Il avait dit qu'il en avait utilisé une partie pour payer la dette de Cédric et le reste comme apport pour cet appartement. Mon frère organisait une fête pour célébrer sa nouvelle maison, une maison achetée avec mon argent volé pendant que j'étais assise dans mon appartement loué à me demander si je réaliserais un jour mon propre rêve. L'ironie était suffocante. J'ai remarqué que je n'avais pas été invité. Bien sûr que non, mais quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Tante Hélène a commenté la publication. Bel appartement, Cédric. Où as-tu trouvé l'argent pour un si bel apport? La réponse de Cédric était soigneusement vague. La famille a aidé. Tu sais comment c'est. Oui, je savais exactement comment c'était. La fête était dans 8 jours, j'ai passé un coup de fil. 5 jours après avoir déposé la plainte, j'ai reçu un appel du service d'enquête sur les fraudes de la Banque du Rhône. Mademoiselle Dumont, ici Daniel Torres de notre équipe de lutte contre la fraude. Je vous appelle concernant le dossier numéro FRDE 2024-067891. Je me suis redressé à mon bureau, le cœur battant. Oui, nous avons terminé notre enquête préliminaire sur la transaction contestée sur votre compte. Je veux vous informer de nos conclusions. Allez-y. Notre analyse interne combinée au rapport technique fourni par la police de Lyon confirme que la signature électronique autorisant le virement du 4 juin n'a été générée par aucun appareil enregistré sur votre profil bancaire. L'adresse IP et l'empreinte de l'appareil correspondent à un emplacement résidentiel à Caluire, qui, selon nos dossiers, est l'adresse du titulaire secondaire du compte, Richard Dumont. J'ai expiré. Donc, vous confirmez que c'était frauduleux? Nous confirmons que l'autorisation de transaction a été créée à votre insu et sans votre consentement en utilisant des informations d'identification falsifiées. Selon nos conditions d'utilisation et les réglementations bancaires, cela constitue une transaction non autorisée. Que se passe-t-il maintenant? Nous avons gelé les comptes concernés en attendant l'enquête judiciaire. Nous avons également transmis nos conclusions à la police. Mademoiselle Dumont. Son ton a changé, devenant plus personnel. Je suis dans l'enquête sur les fraudes depuis 12 ans. Les affaires familiales sont rares, mais ce sont toujours les plus douloureuses. Je suis désolé que vous traversiez cela. Merci. Et mon argent? Une fois que l'enquête judiciaire aura atteint un certain seuil, ce qui, vu les preuves, devrait être bientôt, nous commencerons le processus d'annulation de la transaction frauduleuse. Vous devriez vous attendre à une restitution complète de 129 312,67 € dans les 30 à 60 jours. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai immédiatement appelé le lieutenant Michel. La banque a confirmé la fraude. Quelle est la suite? La suite, a-t-elle dit, nous procédons à une interpellation. Avez-vous une préférence pour le moment? J'en avais une. J'ai réfléchi à la question du lieutenant Michel pendant un long moment. Le choix pratique était clair. Faire interpeller mon père tranquillement à la maison avec un minimum de témoins. Ce serait moins dramatique, moins douloureux, moins public. La famille pourrait gérer le récit. Les voisins ne le sauraient peut-être jamais. Mais je n'arrêtais pas de penser à cette publication Facebook. Hâte de vous montrer à tous ce que le travail acharné et l'investissement intelligent peuvent accomplir. J'ai pensé aux 45 personnes se réunissant pour célébrer le succès de mon frère.
Un succès bâti sur mes économies volées, mon identité usurpée, mes rêves brisés. J'ai pensé à mes parents debout à côté de lui, fiers, souriants, jouant la famille heureuse pendant que j'étais assis seul dans mon appartement. Il voulait un public pour le mensonge. Peut-être méritait-il un public pour la vérité. Mercredi soir, tante Hélène a appelé. René. Chérie, j'ai entendu parler de l'enquête. Comment tu tiens le coup? Ça va, tante Hélène. Je suis juste en train de décider quelque chose. La pendaison de crémaillère est samedi. Ton oncle Thomas arrive de Nice par avion. Toute la famille élargie sera là. Quelque chose s'est mis en place. Tout le monde sera là pour voir le grand moment de Cédric. Oui, Richard a appelé tout le monde, s'assurant qu'ils viennent. Il veut une grande démonstration de soutien. Elle a marqué une pause. Il dit à tout le monde que tu as fait une dépression nerveuse et que tu lances de fausses accusations. Il essaie de contrôler le récit avant que tu puisses parler. Ma mâchoire s'est serrée. Ah bon? Je pensais que tu devais le savoir. Quoi que tu décides de faire, je te soutiens. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé le lieutenant Michel. Lieutenant, vous avez demandé le moment pour l'interpellation. J'ai une suggestion. Je vous écoute. Samedi 15 juin, 19h. 28 boulevard de la Croix-Rousse, appartement 4C. Il y aura environ 45 témoins. Une pause. C'est non conventionnel. Voler sa fille l'est aussi. Bon point. Je vais faire en sorte que ça arrive. D'accord, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Option A, faire arrêter mon père tranquillement à la maison par la police, éviter le drame, garder les choses privées, ou option B, laisser tout se dérouler à la pendaison de crémaillère devant 45 témoins célébrant le succès de mon frère. Mettez votre réponse dans les commentaires, A ou B. Et si vous êtes toujours avec moi, appuyez sur ce bouton j'aime pour que je sache que vous êtes là. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Samedi 15 juin 2024. 18h30, l'appartement de Cédric à la Croix-Rousse était tout ce que les photos Facebook promettaient. Des plafonds vertigineux, typiques des canuts, des meubles design, un mur de fenêtres mettant en valeur la ligne d'horizon de Lyon, des plateaux traiteurs couvraient l'îlot de cuisine. Une playlist de musique entraînante pulsait à travers des enceintes sans fil. Des ballons, félicitations, flottaient en grappe près de l'entrée. 45 invités remplissaient l'espace, se mêlant les uns aux autres avec des coupes de champagne à la main. Les collègues de Cédric admiraient la vue. Les membres de la famille élargie s'extasiaient sur les finitions. Les amis le félicitaient d'avoir enfin réussi. Mon père se tenait au centre du salon, tenant la cour. J'ai toujours cru en l'investissement dans la famille, annonçait-il à un groupe de parents. Quand Cédric est venu me voir avec cette opportunité, je savais que c'était la bonne décision. C'est ce que font les parents. Nous mettons nos enfants sur la voie du succès. Des murmures d'approbation ont parcouru le groupe. Ma mère circulait avec un plateau d'amuse-gueule, rayonnante. Cet endroit n'est-il pas merveilleux? Cédric a travaillé si dur. Nous sommes si fiers. Cédric lui-même était près de la fenêtre, acceptant les éloges de deux anciens colocataires d'école. Ouais, mec. Ça a pris une certaine planification stratégique, mais j'ai fini par retomber sur mes pieds. L'immobilier, c'est une question de timing, tu sais. Oncle Thomas, fraîchement arrivé de Nice, a tapé sur l'épaule de Cédric. Ton père dit que tu es tout un investisseur. Impressionnant, fils. Vraiment impressionnant. Personne ne m'a mentionné. Personne ne s'est demandé où j'étais. Personne n'a questionné où un investisseur au chômage avec un historique d'échec avait soudainement trouvé les ressources pour un appartement de 368 000 € dans l'un des quartiers les plus chers de Lyon. Ou presque personne. J'ai repéré tante Hélène près de la cuisine observant la performance de mon père avec une expression que je reconnaissais, le même scepticisme qu'elle avait montré à la fête d'anniversaire 3 semaines plus tôt. Elle a regardé sa montre. 18h47, 13 minutes. À 18h52, tante Hélène a fait son coup. Elle a intercepté Cédric alors qu'il revenait des toilettes, le coinçant près du couloir où l'acoustique portait chaque mot à au moins une douzaine d'invités à proximité. Cédric, mon chéri. Sa voix était agréable mais portait. Cet appartement est magnifique. Combien a-t-il coûté, si ça ne te dérange pas que je demande?
Le sourire de Cédric a vacillé. Oh, environ 368 000. C'était une super affaire, en fait. Et où as-tu trouvé l'apport? Aux dernières nouvelles, tu avais quelques problèmes avec tes autres propriétés. Plusieurs têtes se sont tournées. La musique semblait soudain trop forte pour le silence qui se formait. Papa a aidé, a dit Cédric prudemment. Tu sais, le soutien familial. MHM, tante Hélène a hoché la tête lentement. Et est-ce que René a contribué à quelque chose? Le visage de Cédric est devenu pâle. Quoi? Non. René n'a rien à voir avec ça. Vraiment? Parce que je lui ai parlé cette semaine et elle a mentionné des choses intéressantes à propos d'un virement bancaire. 129 000 €. Je crois que le groupe de parents le plus proche d'eux avait complètement arrêté de parler. Le sourire de ma mère était figé sur place. Mon père se frayait un chemin à travers la foule, le visage orageux. Hélène. Sa voix était tranchante. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. N'est-ce pas? Tante Hélène s'est tournée pour faire face à son frère. Richard, d'où vient l'argent pour cet appartement? La vérité, s'il te plaît. Ta sœur te le demande. Ce sont des affaires de famille. Ça ne te regarde. As-tu pris de l'argent sur le compte épargne de René sans sa permission? La pièce était devenue complètement silencieuse. 45 paires d'yeux fixés sur mon père. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. La sonnette a retenti. Le visage de mon père est devenu blanc. Ça, a dit doucement tante Hélène, ce doit être la police. Cédric a ouvert la porte. 2 officiers en uniforme se tenaient dans le couloir, leur posture professionnelle, leurs expressions graves. Derrière eux, en civil, se trouvait le lieutenant Michel. Nous cherchons Richard Dumont. La pièce a éclaté en murmures confus. Ma mère s'est précipitée vers la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est une fête privée. Madame, veuillez vous écarter. Le lieutenant Michel a montré sa carte de police. Monsieur Richard Dumont, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie bancaire, usurpation d'identité et faux et usage de faux. Vous êtes placé en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. C'est ridicule. La voix de mon père s'est brisée. C'est ma famille. Ma fille est mentalement instable. Elle invente des histoires. Monsieur, nous avons des preuves techniques confirmant qu'une signature électronique a été falsifiée depuis votre ordinateur personnel à 3h47 du matin le 3 juin, autorisant un virement de 129 312 € depuis le compte de votre fille. Nous avons également des preuves d'un prêt de 23 000 € ouvert frauduleusement à son nom il y a 6 mois. La notification des droits a continué alors qu'un officier guidait les mains de mon père dans son dos. Le cliquetis des menottes était impossiblement fort dans la pièce silencieuse. Ma mère s'est effondrée contre le mur, sanglotant. Richard. Cédric restait figé, la bouche ouverte, sa coupe de champagne toujours serrée dans sa main. Oncle Thomas a reculé de lui comme s'il avait découvert quelque chose de contagieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les invités se sont écartés alors que les officiers menaient mon père vers la porte. Sa tête était baissée. Son sang-froid de banquier avait finalement complètement volé en éclats. En passant devant tante Hélène, elle a parlé doucement. Tu aurais dû rendre l'argent, Richard. Elle t'a donné une chance. La porte s'est refermée derrière eux. 45 témoins se tenaient dans un silence absolu. Puis quelqu'un a chuchoté, il a volé sa propre fille. Le lieutenant Michel est resté après que les officiers en uniforme ont escorté mon père dehors. Elle s'est adressée à la salle stupéfaite avec un calme professionnel. Pour ceux qui se posent la question, Monsieur Dumont est accusé d'avoir volé 129 312 € et 67 centimes d'euros sur le compte épargne de sa fille et d'avoir usurpé son identité numérique pour autoriser le virement. De plus, un prêt frauduleux de 23 000 € a été ouvert à son nom à son insu et sans son consentement. L'apport pour cet appartement, elle a fait un geste vers la pièce, provenait de ses fonds volés. Oncle Thomas s'est tourné vers Cédric, le visage rouge de colère. Est-ce que c'est vrai? Cet appartement a été acheté avec l'argent de René? Je ne, a bégayé Cédric. Papa a dit qu'elle était d'accord. Il a dit qu'elle voulait t'aider. Elle a déposé une plainte à la police, Cédric. La voix de tante Hélène était tranchante. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui était d'accord?
Une femme que j'ai reconnue comme l'une des collègues de Cédric a posé sa coupe de champagne. Attendez, donc toute cette fête? On célébrait un appartement acheté avec de l'argent volé sur les économies de sa propre sœur, une autre invitée a ajouté, le dégoût évident dans sa voix. Un par un, les gens ont commencé à se diriger vers la porte. Un ami de Cédric a secoué la tête en passant. Mec, je croyais te connaître. C'est vraiment tordu. En 15 minutes, 20 invités étaient partis. Ceux qui restaient se regroupaient en petits groupes, chuchotant, jetant des regards à Cédric et à ma mère comme s'ils regardaient un accident de voiture. Ma mère était assise sur le nouveau canapé coûteux de Cédric, le mascara coulant sur son visage. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas en train d'arriver. Oncle Thomas s'est approché d'elle, la voix froide. Isabelle, étais-tu au courant? Elle n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. Je suis venu de Nice pour ça. Il a attrapé son manteau. J'en ai fini avec Richard et j'en ai fini de prétendre que cette famille n'est pas pourrie. Je suis arrivé à 19h45, après le départ de la police. La porte de l'appartement était encore ouverte. Personne n'avait pensé à la fermer. Je suis entré dans une scène de dévastation. Des coupes de champagne à moitié vides abandonnées sur les tables. Des plateaux traiteurs intacts. Des ballons, félicitations, dérivant sans but. Peut-être 15 personnes restaient. Ils se sont tournés pour me regarder entrer. Ma mère s'est propulsée hors du canapé. Toi. Tu as fait ça. Tu as tout détruit. J'ai levé une main et quelque chose dans mon expression l'a arrêté en plein élan. Je n'ai rien détruit, maman. J'ai signalé un crime. Il y a une différence. J'ai posé un dossier sur l'îlot de cuisine, le même dossier que je transportais depuis 2 semaines. À l'intérieur, le tableur documentant 80 000 € de soutien sur 10 ans, le rapport technique de Carla, une copie de la plainte, les relevés bancaires montrant le virement frauduleux. Oncle Thomas, je me suis tourné pour lui faire face. Je sais que tu as voyagé depuis Nice pour ça. Je suis désolé que ton voyage ait été gâché, mais je pensais que tu méritais de connaître la vérité. Il a pris le dossier, scannant les documents à l'intérieur. Son visage est passé du choc au dégoût puis à quelque chose comme du chagrin. René, sa voix était rauque. Je n'avais aucune idée. Aucun de nous ne savait. C'est ce sur quoi il comptait. Cédric a finalement retrouvé sa voix. René, tu dois comprendre. Papa a dit que tu étais d'accord avec ça. Il a dit que tu voulais m'aider. Je n'ai jamais été d'accord avec quoi que ce soit, Cédric. Je dormais quand papa a imité ma signature à 3h47 du matin. J'ai découvert le virement 3 jours plus tard quand mon compte affichait 0 €. J'ai croisé son regard. Tu savais d'où venait cet argent. Tu savais et tu as quand même organisé une fête. Il n'avait rien à répondre à cela. Aucun d'eux ne le pouvait. Les invités restants se sont dispersés au cours de l'heure suivante. Le collègue de Cédric, Marc, un Marc différent de mon ami avocat, s'est arrêté à la porte. Cédric, je te connais depuis 3 ans. Je me suis porté garant pour toi au travail. J'ai dit aux gens que tu étais un type bien. Il a secoué la tête. Ne m'appelle plus. 2 des amis d'école de Cédric sont partis sans dire au revoir. L'un a murmuré, incroyable. En passant, une voisine de la rue de mes parents, Madame Petit, s'est approchée de ma mère en sortant. Isabelle, je connais votre famille depuis 20 ans. Je n'aurais jamais cru. Elle s'est tue, incapable de finir, et s'est dépêchée de partir. À 21h, seule la famille restait. Ma mère, Cédric, tante Hélène, oncle Thomas et moi. L'appartement qui brillait de promesses 2 heures plus tôt semblait maintenant froid et vide. Le champagne s'était éventé. Le traiteur se figeait. Les ballons de félicitations semblaient se moquer de la dévastation en dessous d'eux. Cédric s'est affaissé sur une chaise près de la fenêtre, regardant le vide. Son histoire de succès s'était évaporée en moins de 3 heures. Ma mère était assise rigide sur le canapé, le visage strié de larmes et silencieuse, dépouillée du public de soutien sur lequel elle comptait pour maintenir son déni. Oncle Thomas s'est approché de tante Hélène. « Tu étais au courant, n'est-ce pas, avant ce soir ?» Je me doutais. La voix de tante Hélène était fatiguée. J'ai essayé de prévenir René il y a des années. Personne ne voulait écouter. J'ai écouté, ai-je dit.
Finalement, oncle Thomas s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient rouges. René, je te dois des excuses. Quand ton père a appelé pour m'inviter à cette fête, il m'a dit que tu lançais de fausses accusations. Il a dit que tu avais des problèmes de santé mentale. Je l'ai cru. La plupart des gens l'ont cru. Il est très convaincant. Plus maintenant. La mâchoire d'oncle Thomas est serrée. Il est mort pour moi. Je me suis tenu au centre de l'appartement de Cédric, entouré des décombres de sa célébration, et j'ai prononcé les mots que j'aurais dû dire il y a des années. Cédric. Mon frère a levé les yeux, le regard vide. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas fait ça pour te blesser. Alors pourquoi? Parce que tu m'as blessé. Toi et papa. Vous avez pris mes économies, l'argent que j'ai mis 8 ans à gagner, et vous l'avez utilisé pour acheter cet appartement. Puis tu as organisé une fête pour célébrer. Tu as posté sur Facebook à propos du travail acharné et de l'investissement intelligent. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Ce n'était pas du travail acharné. C'était du vol. Papa a dit que tu comprendrais. Papa t'a menti, à moi, à tout le monde. Et tu as choisi de le croire parce que c'était pratique. Je me suis tourné vers ma mère, qui n'avait pas bougé du canapé. Maman, je ne vais pas m'excuser pour ce qui s'est passé ce soir. Papa a enfreint la loi. Il a usurpé mon identité. Il a volé mon avenir. Ce sont des faits, pas des accusations. C'est ton père. C'est un criminel qui se trouve être mon père. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. J'ai ramassé mon dossier sur le comptoir. Je pars maintenant. Je ne contacterai aucun d'entre vous dans un avenir prévisible. Quand l'affaire de papa sera jugée, je ferai ce que les procureurs demandent. Au-delà de ça, je n'ai rien de plus à dire. Cédric s'est levé. René, attends. On est une famille. La famille ne se vole pas entre elles, Cédric. La famille n'imite pas de signature à 3 heures du matin. La famille n'organise pas de fête avec de l'argent volé. J'ai croisé son regard. Quand tu seras prêt à reconnaître ce que tu as fait, vraiment le reconnaître. Pas juste trouver des excuses. Tu pourras me contacter. D'ici là, c'est un adieu. Je suis sorti sans regarder en arrière. Tante Hélène m'a suivi. Et, petite pause ici. Si vous avez déjà dû fixer une limite avec votre famille, vous savez à quel point cette marche vers la porte semble difficile. Comme si vos jambes étaient en plomb. Comme si chaque pas était une trahison de tout ce qu'on vous a appris. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire pour me le raconter. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite avec l'affaire judiciaire, avec ma famille, avec ma maison de rêve, continuez à regarder. Nous sommes presque à la fin. 3 semaines après la pendaison de crémaillère, l'affaire de mon père est passée devant le procureur de la République. Marc m'a tenu informé tout au long du processus. Ils retiennent 3 chefs d'accusation. Escroquerie, usurpation d'identité, et faux et usage de faux. Les accusations pourraient signifier plusieurs années de prison ferme. Mon estomac s'est noué. Prison ferme? C'est le maximum. Compte tenu de son âge, de son casier vierge et du contexte familial, le procureur propose une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, 18 mois de sursis probatoire, 200 heures de travaux d'intérêt général et restitution complète des fonds volés. Et le prêt de 23 000 €, c'est une enquête distincte, mais la banque l'a déjà signalé comme frauduleux. Il sera retiré de ton fichage Banque de France dans les 60 jours. Fin juillet, mon père a accepté la procédure de plaider coupable. Je n'étais pas présente à l'homologation. On m'avait conseillé que ma présence pourrait compliquer les choses, mais Marc m'a envoyé un SMS après. C'est fait. Il a accepté la peine. L'ordonnance de restitution est signée. Une semaine plus tard, 129 312,67 € sont apparus sur mon nouveau compte bancaire. Le compte était à mon nom uniquement. Pas de cotitulaire, pas d'exception. L'argent semblait différent maintenant, plus lourd. Je l'avais gagné 2 fois, une fois par des années de travail, et à nouveau à travers le combat le plus difficile de ma vie. Mais les chiffres étaient réels. Le solde était rétabli. La fraude avait été documentée, jugée et résolue par les voies légales appropriées. J'ai appelé la Banque du Rhône pour fermer définitivement mon ancien compte.
Êtes-vous sûre, mademoiselle Dumont? A demandé le conseiller. Ce compte est ouvert depuis que vous avez 17 ans. Je suis sûr que ce compte n'a jamais été vraiment le mien. Je comprends. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous aider aujourd'hui? J'y ai réfléchi. Oui, j'aimerais des informations sur votre capacité d'emprunt pour un crédit immobilier. Les conséquences sociales sont tombées comme des dominos. Cédric a été forcé de vendre l'appartement de la Croix-Rousse dans les 2 mois. Le marché s'était ramolli. Les acheteurs étaient rares et les circonstances de son succès d'investissement étaient devenues des ragots locaux. Il a vendu à perte de 32 000 euros. De l'argent qu'il n'avait pas, une dette à laquelle il ne pouvait échapper. Sa carrière immobilière, telle qu'elle était, s'est entièrement effondrée. Le mot s'est répandu parmi la petite communauté d'investisseurs de Lyon. C'est le gars qui a utilisé les économies volées de sa sœur. Les portes se sont fermées. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Ma mère s'est retirée dans l'isolement. Ses amis de la paroisse, son club de lecture, son groupe de café du quartier. Tous avaient vu les nouvelles, entendu les chuchotements, rassemblé les pièces du puzzle. Elle a arrêté d'aller à la messe, arrêté de recevoir, arrêté de répondre à la porte. Oncle Thomas a tenu parole. Il a coupé tout contact avec mon père, le supprimant de toutes les plateformes, déclinant chaque appel. Quand ma mère a essayé de tendre la main, il a envoyé un seul SMS. Tu savais, Isabelle. Tu savais et tu n'as rien fait. Je n'ai rien à te dire. La famille élargie s'est fracturée selon des lignes prévisibles. 12 parents, tantes, oncles, cousins se sont formellement distanciés de mes parents. Quelques-uns m'ont envoyé des messages privés de soutien. D'autres sont simplement restés silencieux. Tante Hélène m'a parlé d'une confrontation lors d'un enterrement familial 2 mois plus tard. Ton père a essayé d'y assister. Ton oncle Thomas l'a bloqué à la porte, lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu. C'était la première fois que je voyais Richard pleurer. Je n'ai rien ressenti quand elle m'a dit cela. Pas de satisfaction, pas de justification, juste une reconnaissance vide que les actions ont des conséquences, et que certaines conséquences ne peuvent pas être effacées. Est-ce que ça te semble suffisant, a demandé tante Hélène. Ça ressemble à la réalité, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus. Carla avait partagé mon histoire, anonymisée bien sûr, dans un groupe de soutien en ligne pour les victimes d'usurpation d'identité. La réponse a été massive. Ça m'est arrivé aussi. Ma mère a ouvert 6 cartes de crédit à mon nom. Lire ton histoire m'a donné le courage de le signaler. Je paie les prêts de mon frère depuis 12 ans. Je pensais être la seule assez stupide pour tomber dans le panneau. Merci de me montrer que je ne suis pas seule. Mon père m'a dit que la famille ne tient pas les comptes quand il m'a demandé de co-signer son prêt. Maintenant je suis endetté de 80 000 euros et il ne répond pas à mes appels. Comment as-tu trouvé la force de riposter? J'ai répondu à chaque message. Certaines personnes avaient besoin de ressources. Référence d'avocat, procédure de signalement de fraude, étape pour sortir du fichage bancaire. D'autres avaient juste besoin de savoir que quelqu'un comprenait. Chez Datasphere, le mot s'était répandu parmi mes collègues. Des gens à qui j'avais à peine parlé s'arrêtaient à mon bureau avec des mots d'encouragement. Ma directrice, Jeanne, m'a appelé dans son bureau un après-midi. René, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ta famille. Je veux que tu saches que ce que tu as fait a demandé un courage incroyable. La plupart des gens auraient juste laissé tomber, gardé la paix. Tu ne l'as pas fait. Je ne pouvais pas, ai-je dit. Pas cette fois. Eh bien, je t'admire pour ça. Et si tu as besoin de temps libre, pour des comparutions, pour un psy, pour quoi que ce soit, c'est accordé. Sans poser de questions. Tante Hélène est devenue ma compagne de dîner hebdomadaire. Chaque dimanche, elle venait avec une bouteille de vin et une oreille attentive. Tu sais, m'a-t-elle dit une fois, ta grand-mère m'a fait quelque chose de similaire il y a 40 ans. Je n'ai jamais eu le courage de riposter. Je suis fier de toi d'avoir eu ce que je n'ai pas eu. En septembre, 2 mois après la condamnation de mon père, une lettre manuscrite est arrivée à mon appartement. L'adresse de retour était la maison de mes parents. L'écriture était celle de ma mère. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine, me préparant déjà à ce que j'allais trouver. Cher René,
Ton père et moi avons eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je suis désolé si tu t'es senti blessé par nos actions. La famille devrait se soutenir mutuellement. Et je comprends maintenant que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Ton père voulait seulement aider Cédric. Il a toujours été un bon pourvoyeur et ses instincts ont toujours été de faire passer la famille en premier. Parfois, cela signifie faire des choix difficiles que tout le monde ne comprend pas. Je te demande en tant que mère d'envisager le pardon. S'accrocher à la colère ne fait que te blesser. La Bible dit que nous devons pardonner 70 fois 7 fois. Et je crois que cela s'applique à la famille plus que tout. S'il te plaît, reviens à la maison. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Nous sommes toujours tes parents et nous t'aimons toujours. Maman. J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai remarqué ce qui manquait. Toute reconnaissance que ce qu'ils avaient fait était mal. Toute acceptation de responsabilité. Toute reconnaissance qu'aider Cédric avait signifié voler mes économies et usurper mon identité. Je suis désolé si tu t'es senti blessé, n'est pas une excuse, c'est une dérobade. J'ai répondu le lendemain. Maman, merci d'avoir tendu la main. Cependant, je ne peux pas retourner dans une relation où mes limites ne sont pas respectées et mon préjudice n'est pas reconnu. Papa n'a pas juste fait des choix difficiles. Il a commis des délits. Des faits pour lesquels il a plaidé coupable devant un tribunal. Quand tu seras prête à reconnaître cela clairement sans dérobade, je suis prête à parler. D'ici là, s'il te plaît, respecte mon besoin d'espace. René. Je n'ai pas eu de réponse. En octobre, Cédric m'a contacté. Son email était plus court que la lettre de ma mère, et à première vue semblait plus authentique. René, je sais que j'ai merdé. Je veux arranger les choses. Peut-on se voir pour un café? S'il te plaît, écoute-moi juste. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. J'ai choisi un café animé de la presqu'île, public, neutre, avec plein de témoins au cas où les choses tourneraient mal. Cédric avait l'air diminué quand il est arrivé. Le personnage d'investisseur immobilier confiant avait disparu, remplacé par quelque chose de plus petit, de plus gris. Il avait perdu du poids. Ses vêtements avaient l'air d'avoir servi de pyjama. Merci d'être venu. Il s'est assis en face de moi, les mains enroulées autour d'une tasse qu'il ne buvait pas. Je sais que je ne le mérite pas, tu as raison. Tu ne le mérites pas, je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Ce que papa a fait, ce que nous avons fait était mal. J'aurais dû demander d'où venait cet argent. J'aurais dû. Tu as posé la question, Cédric. Et puis tu as décidé que la réponse ne comptait pas parce que tu obtenais ce que tu voulais. Il a tressailli. C'est juste. Je ne suis pas venu ici pour la justice. Je suis venu voir ce que tu voulais vraiment. Une longue pause, puis doucement, le sursis probatoire de papa lui rend les choses difficiles. Il ne peut pas voyager, ne peut pas, Cédric. Et si tu pouvais peut-être parler au juge d'application des peines, leur demander d'assouplir. Arrête. Il s'est arrêté. Tu n'es pas venu ici pour t'excuser. Tu es venu ici pour me demander d'aider papa à nouveau après tout. René, c'est notre père. Je me suis levé. Il a cessé d'être mon père quand il a imité ma signature à 3h47 du matin. J'ai ramassé mon sac. Au revoir, Cédric. Ne me contacte plus à moins d'être prêt à avoir une conversation réelle. Une conversation qui ne porte pas sur ce dont tu as besoin de ma part. J'ai laissé mon café intact sur la table. Novembre a apporté le premier vrai froid de la saison et ma première Toussaint sans ma famille. Tante Hélène m'a invité chez elle, une maison traditionnelle confortable dans le quartier de Montchat. Quand je suis arrivé, la table était mise pour deux. Simple, élégant, avec des bougies vacillant dans la lumière déclinante de l'après-midi. J'espère que tu aimes le rôti, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. J'en ai fait trop comme toujours. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout sauf de mes parents, son jardin, mon travail, le club de lecture qu'elle avait récemment rejoint, des choses normales, des choses paisibles. Ce n'est qu'au dessert qu'elle a abordé le sujet. Tu sais, René, j'avais ton âge quand quelque chose de similaire m'est arrivé. J'ai levé les yeux de ma tarte. Tu as mentionné ça une fois avec ta mère. Tante Hélène a hoché la tête lentement. Ma mère, ta grand-mère, a ouvert un crédit renouvelable à mon nom quand j'avais 23 ans. Elle a atteint le plafond.
Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé d'acheter ma première voiture et qu'on me l'a refusée pour fichage bancaire. Que as-tu fait? Rien. Sa voix était lourde de vieux regrets. J'avais trop peur, trop. J'ai passé 8 ans à payer une dette qui n'a jamais été la mienne, et je n'ai jamais dit un mot à ce sujet. Ce n'est pas ta faute. Non, mais c'est ma leçon. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Ce que tu as fait, René? Te lever, déposer cette plainte, exiger des comptes. C'est ce que j'aurais dû faire il y a 40 ans. Je n'ai pas eu le courage. Tu l'as. J'ai senti les larmes monter. Parfois je me demande si j'ai fait la bonne chose. Tu l'as fait. Sa voix était ferme. Se protéger n'est pas une trahison. C'est de la survie. Et la famille. La vraie famille, ce sont les gens qui t'aiment assez pour vouloir que tu survives. J'ai serré sa main en retour. Merci d'être ma vraie famille, tante Hélène. 6 mois après l'arrestation de mon père, j'ai signé les papiers pour ma nouvelle maison. Ce n'était pas la maison années 30 dont j'avais rêvé à l'origine, celle-là avait été vendue des mois plus tôt pendant que je me battais pour mes économies volées. Mais la maison que j'ai trouvée était mieux. Une charmante maison à Tassin-la-Demi-Lune avec un perron, une cuisine rénovée et un jardin assez grand pour le potager que j'avais toujours voulu. Prix d'achat 675 000 €. Apport 135 000 €, mes économies récupérées, plus 6 mois de contributions supplémentaires. La signature a eu lieu un jeudi après-midi de décembre. J'étais assise à une table de conférence entourée de notaires, d'agents immobiliers et de courtiers, signant document après document, regardant la pile de papier grandir. Quand ce fut fini, quand la dernière signature fut apposée et que les clés furent remises, je me suis assise dans ma voiture devant l'étude notariale et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. 8 ans d'économie, une trahison dévastatrice, une bataille juridique, une famille brisée, et à la fin de tout cela, une maison. Ma maison à mon nom uniquement. J'ai conduit jusqu'à la propriété ce soir-là. Le camion de déménagement ne viendrait pas avant le week-end, donc la maison était vide, résonnant de possibilités au lieu de meubles. J'ai marché à travers chaque pièce, passant mes doigts le long des murs, mémorisant les espaces qui étaient enfin entièrement à moi. Le jardin était brun avec la dormance de l'hiver, mais je pouvais déjà voir où iraient les parterres de fleurs, où je planterais des tomates au printemps, où j'installerais une petite table pour le café du matin. La sonnette a retenti. Tante Hélène se tenait sur le perron tenant un pot de roses rouges. Cadeau de pendaison de crémaillère, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes. Pour ton jardin. Je l'ai serré dans mes bras si fort qu'aucune de nous ne pouvait respirer. Bienvenue chez toi, ma chérie, a-t-elle chuchoté. J'étais chez moi. J'écris ceci depuis la terrasse de ma nouvelle maison 6 mois après avoir emménagé. Le jardin est florissant. Les roses de tante Hélène ont fleuri en mai, d'un rouge profond contre le vert de la pelouse. Les tomates que j'ai plantées produisent plus que je ne peux manger. Alors, j'ai commencé à en apporter aux voisins en surplus. J'ai fait la paix avec la forme de ma famille maintenant. Elle est plus petite qu'avant, mais elle est honnête. Mon père a terminé ses travaux d'intérêt général. Il est toujours sous sursis. D'après ce que me dit tante Hélène, il a vieilli considérablement depuis l'arrestation. Ma mère a cessé d'essayer de me contacter. Cédric a envoyé un autre email que j'ai supprimé sans le lire. Je ne suis plus en colère contre eux. La colère demande de l'énergie et j'ai choisi de dépenser mon énergie pour des choses qui comptent. Mon travail, ma maison, mes relations avec des gens qui m'apprécient. Mais je n'attends pas non plus qu'ils changent. Je croyais qu'aimer sa famille signifiait tout sacrifier. Mes économies, mes rêves, mes limites. Je pensais que dire non était la même chose que dire je ne t'aime pas. J'avais tort. Le véritable amour n'exige pas l'autodestruction. La vraie famille n'exploite pas votre loyauté. Et fixer des limites n'est pas une trahison. C'est le fondement de toute relation saine. Je ne sais pas si mes parents comprendront cela un jour. Je ne sais pas si Cédric deviendra un jour le genre de personne capable de prendre la responsabilité de ses choix. Mais je sais ceci. Je ne suis pas responsable de leur compréhension. Je ne suis responsable que de ma propre intégrité, de ma propre guérison, de ma propre vie. Et pour la première fois en 32 ans, cette vie m'appartient entièrement. Je ferme mon journal et regarde le coucher de soleil, rendant mon jardin doré. Je me suis choisi. Finalement, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite.
ça en valait la peine. Et, avant de conclure, je veux prendre du recul et partager une perspective sur ce dont nous venons d'être témoins. D'un point de vue psychologique, l'histoire de René est un exemple classique d'enchevêtrement financier, une dynamique où les membres de la famille traitent les ressources d'une personne comme une propriété commune, quel que soit le consentement. Les phrases « la famille est de la famille » et « tu as un emploi stable » n'étaient pas des expressions d'amour. C'étaient des outils de contrôle. Voici ce que René nous a appris. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de détruire votre avenir pour maintenir le confort de quelqu'un d'autre. Le pardon n'exige pas la réconciliation. Et parfois, se choisir soi-même signifie laisser partir des gens qui ne valorisaient que ce que vous pouviez leur donner. Si vous regardez ceci et que quelque chose a résonné, si vous avez été le distributeur automatique de la famille, le fiable, celui qui donne toujours, sachez s'il vous plaît que vous méritez mieux. Votre loyauté est précieuse. Ne la dépensez pas pour des gens qui la traitent comme une obligation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'histoire de René. Si cette vidéo vous a fait vous sentir compris ou vous a donné la permission de fixer une limite que vous évitiez, laissez un commentaire et racontez-moi. Je lis chacun d'entre eux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous avez faim de plus, consultez la vidéo liée dans la description. Je pense que vous allez l'adorer. À la prochaine, protégez votre paix intérieure.